Tout de suite, le JT. Votre fidélité nous honore. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'actualité. À Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaye, le directeur de l'agence de la BEAC allie le travail de finance à l'agriculture. Pierre Mayoundan, c'est de lui qu'il s'agit. C'est un passionné du travail de la terre. Il investit donc dans plusieurs hectares de champs. Son objectif est non seulement d'inciter les jeunes à pratiquer l'agriculture, mais de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Mistangar Victor et Bonda Steve sont allés à sa rencontre. Voici le reportage. Loin des bureaux climatisés et des bilans financiers, c'est ici au milieu des champs que Pierre Mayoundam, directeur de la BAC Agence d'Abéché, consacre une part importante de son temps. Arachides, céréales, haricots sont entre autres les emblavures de cet homme d'affaires qui concilie l'agriculture à ses prérogatives bancaires. Embrasser la terre, c'est embrasser l'avenir. Le Tchad peut nourrir sa population, mais pour cela, il faut que chacun s'y engage, martèle-t-il. Comme vous le savez, je suis né dans l'agriculture et je n'ai jamais arrêté avec l'agriculture. C'est ma passion. Quand j'étais élève, j'étais agriculteur et élève. Quand j'ai travaillé, depuis que je travaille, je fais toujours quelque chose dans l'agriculture. Quelle que soit la fonction, ça n'a rien d'incompatibilité avec la fonction que tu exerces. Même si tu es président de la République, si chacun de nous fait un petit champ, je crois que c'est une bonne manière d'arriver à contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Tchad. Pour le directeur de la BAC Agence d'Abéché et agriculteur engagé, l'agriculture n'est pas seulement un loisir, mais une véritable réponse aux défis alimentaires actuels. Avec sérénité, Pierre soutient qu'investir dans la terre, c'est investir dans la sécurité et la dignité. C'est pourquoi il encourage les jeunes, surtout ceux en quête d'emploi, à retourner à la terre. L'agriculture n'est pas un choix de dernier recours, c'est une voie noble et rentable d'après lui. Quand j'étais arrivé à Béché, j'ai commencé à labourer. Il y a beaucoup de gens qui pensaient comment un directeur d'une banque vient aux champs. Mais aujourd'hui, au milieu du personnel de la banque, beaucoup d'agents qui ont embrassé l'agriculture. L'objectif, ce n'est pas seulement la recherche d'une satisfaction personnelle de consommation, mais en plus de ça, c'est amener les jeunes qui sont là, qui pensent qu'il faut aller travailler dans le bureau seulement pour gagner sa vie. Il faut être fonctionnaire de l'État, alors que la richesse est à côté. Pour Pierre Mayoundam, conjuguer direction bancaire et culture de la terre, c'est apporter une solution à la crise alimentaire qui secoue le pays. Une vision qui, selon lui, doit inspirer d'autres cadres du pays. Banquier dans la journée, cultivateur au lever du soleil et parfois à la tombée de la nuit, Pierre Mayoundam incarne un modèle de résilience. Son credo est simple. Le développement du Tchad passera aussi par la terre. Cultiver pour lui n'est pas chercher la richesse, mais une manière d'inciter les jeunes à s'intéresser à la terre. Même si je produis à perte, ce n'est pas grave, a-t-il souligné. En économie toujours initiée dans le but de donner un nouveau visage au Cameroun et toute l'Afrique centrale avec une bouffée d'oxygène à l'économie africaine, le projet Ndolé City met la dernière main dans les préparatifs pour la signature du protocole d'accord tripartite recommandé par la Banque des États de l'Afrique centrale BAC. À la veille donc de cette date de signature, nos envoyés spéciaux Beramadi Christian et Nabi Malachi nous amènent à découvrir le dit projet et son intérêt pour l'Afrique centrale. Il a fait l'objet des discussions, des tables rondes, des réflexions approfondies pendant de longues années. Aujourd'hui, il arrive enfin à maturation, sinon au bout du tunnel. Il s'agit bien évidemment du projet intégré Ndolé City,
mise en place par World Investment, qui est un projet d'investissement du Grand Impact Trading qui se veut de donner un éclat époustouflant à Sikoum, arrondissement de la Dibamba et partant tout le Cameroun. Nous avons eu un accord avec l'Organisation mondiale du tourisme et on veut faire une grande destination touristique derrière ce projet de Dolé City. C'est que ce sera la grosse destination mondiale bientôt, quand on va finir de la construire. Et les touristes vont trouver un attrait à venir parce qu'au-delà de la construction, on met un process pour qu'il y ait tout ce qu'il y a comme divertissement, une programmation artistique, des musées de référence et tout ce qu'il y a comme vestiges culturels dans le monde. Dolé City vient à point nommé pour donner un buffet d'oxygène au chômage qui asphyxie les jeunes sur l'ensemble du territoire camerounais. Dolé City aura un impact majeur à tous les niveaux. Ça va entraîner un boom économique, ça va drainer 2 325 000 emplois à terme sur les 10 ans. Et donc pour la jeunesse, c'est vraiment une grosse ou une grande niche. Donc tout le monde va trouver son compte. Ce n'est pas seulement pour les expatriés, c'est-à-dire les 5300 entreprises internationales qui vont s'installer au Cameroun, mais c'est aussi pour les locaux. C'est pour ça qu'on dit 2325 000 emplois directs et indirects après 10 ans ou à terme, lorsqu'on va arriver au terme du projet. Non seulement ça, on va, en dehors de l'économie, en dehors des emplois, en dehors du fait que ça va permettre la circulation des currencies, de la monnaie, l'argent va vraiment circuler, mais également ça va drainer plus de environ 5 millions de touristes par an au Cameroun. Accompagner les politiques africaines pour un épanouissement et une autonomie financière de la sous-région est aussi l'une des visions panafricaines de World Investment pour inscrire le projet Dolé City dans les standards internationaux de gestion et d'innovation durable. Le Tchad n'est pas du reste. Les projets intégrés bénéficient du même accompagnement. Demain, on peut arriver au Tchad, on construit une ville nouvelle en fonction de la demande du gouvernement et des accords qu'on pourra signer. On a d'ailleurs un projet d'une brasserie. C'est une société brassicole au Tchad. Depuis plus de 4-5 ans aujourd'hui, en état de maturation, on va juste implémenter. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir accompagner nos politiques africaines, de la sous-région et des porteurs d'initiatives qui peuvent permettre à l'Afrique de décoller. En rappel, le projet attend la signature du protocole d'accord tripartite recommandé par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC dans moins de 48 heures ici à Yaoundé. L'insécurité, l'on ne parlera jamais assez dans la ville de N'Djamena. Des cas d'assassinats, des agressions à main armée et vols sont quasiment quotidiens. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence de la violence dans la capitale? Que font donc les agents de force de l'ordre et de la sécurité pour juguler ce phénomène? Voici le constat de Kodimadi Bitoubana Hortense. La ville de N'Djamena est confrontée à une situation d'insécurité récurrente et croissante qui affecte la vie quotidienne de ses habitants. Le phénomène n'est pas nouveau, mais une intensification des actes criminels est perceptible au cours de ces derniers mois. Ce phénomène a repris du poil de la bête puisqu'il ne se passe pas un seul jour où l'on ne parle de cas d'assassinat, soit en N'Djamena ou en province. X a été assassiné dans tel quartier, Y s'est fait tirer dessus à Beauporton en plein jour. Tel corps a été découvert dans tel lieu et juste hier, un jeune, la trentaine, a été retrouvé mort dans le bassin de rétention derrière l'université de la francophonie de Chagua. À cela s'ajoute également le cas de l'étudiant en deuxième année tué devant un hôtel de la place Agassi, lieu de son service, par des inconnus pendant qu'il assurait la sécurité. Des agressions physiques, parfois accompagnées de blessures. Lors des vols, les Tchadiens ne sont pas à l'abri. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la récurrence de l'insécurité dans la capitale tchadienne. Est-ce que c'est la pauvreté, le chômage et la précarité qui poussent souvent ces personnes vers la criminalité? Le manque d'opportunités d'emploi et la difficulté à subvenir aux besoins peuvent être des causes de cette insécurité. Bien que les autorités en charge de la sécurité nous présentent tous les jours les brigands
les voleurs et autres bandits de grand chemin, le phénomène persiste et se présente comme un défi majeur auquel les autorités et la population font face. La faible présence policière dans certains quartiers ou le manque d'équipements adéquats peuvent également contribuer à ce phénomène qui met en péril la vie de la population. Les responsables de la police et du ministère de la Sécurité publique devraient mettre sur pied les nouvelles stratégies afin de renforcer la sécurité. Cela pourrait inclure un renforcement des patrouilles, l'installation de caméras de surveillance et de lampadaires dans les zones sombres ou initier des programmes de sensibilisation. Lorsque les auteurs d'actes criminels ne sont pas sanctionnés de manière adéquate, cela peut encourager de nouvelles infractions. Cette situation affecte négativement la vie sociale et économique du pays. La population se sent de plus en plus abandonnée et diminue face à ce fléau. Le constat de cette insécurité grandissante est un appel à des mesures fortes et durables pour restaurer la sécurité et la confiance de la population. Il est important que la population elle-même prenne conscience car la vie humaine est sacrée, tandis que les autorités à différents niveaux et la population ne fument pas le même calumet de la paix. L'insécurité aura toujours les beaux jours devant elle. La page santé à présent, se brosser les dents au moins 2 fois par jour avec une pâte dentifrice, utiliser le fil dentaire quotidiennement, changer régulièrement de brosse à dents. Ces gestes simples en apparence sont-ils vraiment adoptés par tous? La question a inspiré notre reporter Vun Bakiobi. La carie demeure l'une des affections bucco-dentaires les plus répandues, touchant principalement les personnes qui négligent l'entretien quotidien de leurs dents. Un brossage régulier avec un dentifrice fluoré associé à l'usage du fil dentaire permet de prévenir non seulement les caries, mais aussi les maladies des gencives et la mauvaise haleine, contribuant ainsi au bien-être général. Les spécialistes recommandent de renouveler sa brosse à dents tous les 3 mois ou dès l'apparition des signes d'usure. De plus, il est fortement déconseillé de s'endormir après avoir consommé des aliments sucrés, facteur favorisant la prolifération bactérienne. Boire de l'eau après chaque repas et utiliser occasionnellement un bain de bouche figure également parmi les bonnes pratiques à adopter. Une hygiène dentaire complète ne se limite pas uniquement au brossage des dents. Il convient également de nettoyer la langue, de limiter la consommation de sucre, d'adapter une alimentation équilibrée et de consulter régulièrement un chirurgien dentiste pour un contrôle annuel et un nettoyage professionnel. Préserver ses dents, c'est non seulement préserver son sourire, mais aussi protéger sa santé d'une manière générale. L'hygiène bucco-dentaire n'est pas un simple rituel de propriété. Elle constitue un véritable investissement pour une vie saine et sereine. C'était donc le reportage de Vun Bakiobe. Nous restons toujours en santé. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en partenariat avec la mairie de N'Djamena, a lancé officiellement une vaste campagne de pulvérisation intradomiciliaire. L'objectif est donc de renforcer la lutte contre le paludisme, maladie endémique qui continue à décimer des milliers de personnes chaque année au Tchad. On en parle avec Yakilitia. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mohamed Saleh Issaka Diar, a rappelé à l'occasion de ce lancement que la campagne prévue pour une durée d'1 semaine sera menée simultanément avec des opérations de fumigation et de pulvérisation spatiale. L'objectif est de réduire la mortalité liée au paludisme qui continue de faucher les vies chaque jour. Selon une action multisectorielle concertée et rigoureuse, nous permettra d'espérer, dans un avenir proche, reléguer cette maladie au passé. De son côté, le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, a souligné l'ampleur du défi. Le paludisme transmis par le moustique Anophèle demeure la première cause de morbidité et de mortalité au Tchad, représentant 40% de consultations médicales. Les populations les plus vulnérables restent les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Cette opération a
a-t-il insisté, n'est pas seulement un acte sanitaire, mais reste un geste citoyen et sociétal visant à protéger nos communautés. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Daoussou Guidaïsou, la pulvérisation intradomiciliaire constitue une stratégie de lutte antivectorielle éprouvée qui a déjà démontré son efficacité dans la réduction du taux de prévalence. Avec l'appui de la Croix-Rouge du Tchad et de ses services, le ministère organise régulièrement cette campagne dans les 10 arrondissements de la capitale. Des équipes de volontaires spécialement formées sillonnent les quartiers pour procéder à la pulvérisation, une opération entièrement gratuite dont les coûts sont pris en charge par l'État. En lançant cette initiative, les autorités sanitaires réaffirment leur volonté de faire reculer durablement le paludisme en conjuguant rigueur scientifique, engagement communautaire et solidarité nationale. La suite de l'actualité en religion à présent, mesdames et messieurs, dans un cadre chaleureux et stimulant, les enfants et adolescents s'immergent dans un univers de la musique. Chacun d'eux vient découvrir, apprendre et surtout s'amuser en jouant ensemble dans les locaux de Electron Group Média, sous la direction des encadreurs. Ils apprennent non seulement à maîtriser leurs instruments tels que le piano, la batterie et la guitare, mais aussi à tisser des liens forts basés sur le respect mutuel, la confiance et le partage. On fait le point avec Joséphine Nabi. Une scène d'ouverture sensorielle, le bruit des baguettes sur les fûts, les doigts hésitants sur les touches du piano, les accords grattés sur une guitare désaccordée. Trois instruments, 1000 émotions. Depuis quelques jours, telle est l'ambiance que nous offrent les apprenants de la première édition de l'école de louanges. Ils sont des enfants et adolescents, garçons et filles, à s'initier à la musique avec une ferveur contagieuse. Le piano attire les plus revers, la batterie séduit les énergétiques et la guitare, elle semble parler aux solitaires. Bonjour ITV, pour jouer la batterie on frappe, on attrape les baguettes là comme ça et puis on joue, on frappe la batterie là. Les choses de la batterie sont la caisse claire, le charleston, la pédale. Je suis de l'atelier batterie niveau 2-3. Depuis que la formation a commencé, nous avions appris des rythmes basiques comme le slow, le reggae et le seben, mais également des rythmes de chez nous comme le dala et le sai. Personnellement, quand je joue à la batterie, ça me permet de me défouler parce que vous me le direz bien, quand on est en colère, on a quand même envie de taper sur des choses, disons. Donc c'est une manière aussi de se défouler, mais également de se sentir libre, si je peux dire comme ça. Je sais qu'en sortant de cette formation, et même à présent, j'ai la capacité de pouvoir jouer sur 3 octaves. Et à la main gauche, pouvoir faire les grands M. On appelle ça les grands M, pouvoir jouer sur 2 octaves en même temps à la main gauche. Et également à la main droite, j'ai la possibilité de jouer les mélodies. Étant à la maison, je n'ai rien à faire. Et comme je partais à l'église, il y avait aussi un peu de manquement. Donc l'église a décidé de m'envoyer ici pour la formation de l'école de louanges pour apprendre, pour me perfectionner à la guitare basse. Je peux dire que l'église ne va pas regretter de cette décision qu'elle a prise pour m'envoyer dans cette formation, que je vais acquérir beaucoup de connaissances et leur donner le fruit de ce que j'ai appris ici. Dans cette salle, où les silences sont aussi éloquents que les accords, ils apprennent bien plus qu'à jouer, car ils apprennent à s'écouter, à se dépasser et à rêver ensemble, à la lumière des versets bibliques. La musique ou la mélodie peut ne pas tout résoudre, mais elle offre au moins un espace où l'on peut respirer, rêver et se reconstruire. De l'École nationale de louanges et de musique ont effectué une visite à l'Assemblée nationale. C'était donc ce matin. Ils sont au total une soixantaine. Ils étaient accompagnés de leurs responsables et le vice-président des Chantres Unis du Tchad. Ils ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale qui avait à ses côtés son directeur de cabinet. On en parle toujours avec Joséphine Nabi.
Ils sont une soixantaine à entreprendre cette visite à l'Assemblée nationale avec leurs responsables pour voir et aussi apprendre et satisfaire également leur curiosité sur la mission des parlementaires. Qui sont-ils et que font-ils? Une visite guidée par les agents du service protocole. Ils ont commencé par le premier étage qui en tout compte 2 étages avec des bureaux du personnel et également quelques salles de réunion. À l'hémicycle, les enfants presque invisibles dans leur siège ont quand même été accueillis par Madame la secrétaire deuxième adjointe. Je loue cette initiative qui permet aux élèves de s'imprégner des modalités du fonctionnement d'une institution aussi grande que la nôtre. Et je remercie vraiment les organisateurs pour ce geste louable. Le vice-président des Chantres Unis et le coordonnateur de cette école nationale de louanges et de musique ont justifié l'intérêt de cette visite. Nous crions à ce que nous appelons à une perte de criard, à ce que nous appelons la citoyenneté. La meilleure façon de ramener un enfant à comprendre et à aimer, c'est de lui communiquer les valeurs, mais ces valeurs plus spirituelles. Le président, accompagné de son DIRCAP et d'autres personnalités, ont accueilli avec enthousiasme ces enfants. Le président les a laissé un message fort et aussi avec des promesses. Vous êtes ici de toutes les provinces du Tchad. Ne dites jamais dans votre vie quotidienne, je suis musulman, je suis chrétien, je suis du centre, je suis du nord. Non. Vous êtes des Tchadiens, vous êtes des frères et sœurs, vous êtes ici de toutes les provinces du Tchad, le Tchad compte sur vous. Les députés représentent la nation tout entière. Nous légiférons les lois. Nous contraignons l'action du gouvernement. Nous évaluons les politiques publiques et nous contraignons également l'exécution des lois qui sont déjà votées. Le premier ou la première de la classe, là, l'Assemblée nationale prendra les charges pour le reste jusqu'à la licence, le brevet de la vie. Les examens passent, les résultats tombent. Nous avons besoin seulement de ces papiers pour que l'Assemblée nationale prendra en charge. Cette visite a été clôturée avec l'hymne national, la tchadienne. Peuple tchadien, et à l'ouvrage, et également avec la photo de famille. La page sport formait la nouvelle génération de footballeurs tchadiens, tel est le credo de l'école de football ASD, implantée donc à Walia, dans la commune du 9e arrondissement de N'Djamena. Cette académie sportive, encore jeune, mais déjà dynamique, accueille des passionnés du ballon rond et les accompagne pas à pas sur le chemin de la performance. Immersion dans cette école de formation. Frida Ketem, allô. Ils partagent tous un même rêve, embrasser une carrière professionnelle et défendre un jour les couleurs nationales. Ces jeunes, passionnés de la balle ronde, travaillent déjà leur avenir footballistique dès le plus jeune âge. À Walia, nous avons poussé les portes de l'école ASD pour rencontrer ces académiciens. Ici, les entraînements se déroulent dans une atmosphère familiale où la complicité entre formateurs et joueurs favorise la progression. Fondée en 2013 par Évariste ASD, ancien international tchadien, l'académie est née de sa volonté de transmettre son expérience et son savoir-faire aux nouvelles générations. Après ça, j'avais eu une blessure très grave au genou et j'ai arrêté ma carrière de football. J'ai décidé de créer cette école de foot. J'ai réuni les jeunes et je les entraînais chaque soir. En 2018, le coach a confié les rênes techniques à Mbaïdé Moïse, l'un de ses anciens poulains. Animé d'une motivation sans faille et doté de solides bases tactiques et pédagogiques, Moïse s'est donné pour mission d'inculquer à ses jeunes la rigueur et les fondamentaux nécessaires pour briller sur les rectangles verts. Et avec les occupations, le coach avait laissé et les jeunes sont repartis au quartier comme ça. Alors, c'était en 2018 que j'ai pris l'initiative. Je me suis dit que je vais continuer avec ces jeunes qui sont au quartier. Je ne forme pas seulement dans le domaine du football,
mais je forme les jeunes à être des responsables demain. Donc ce qui m'a motivé beaucoup plus, c'est de les former mentalement et tactiquement au terrain aussi. C'était ça ma motivation. Malgré la passion et les ambitions, les défis restent nombreux. Manque d'infrastructures adéquates, équipements insuffisants et conditions précaires. Le coach ne cache pas les difficultés, mais garde la foi et lance un appel aux autorités et aux partenaires pour soutenir cette pépinière qui prépare la relève des SAO. Bon, moi, d'abord sur la fédération, il faudrait que la fédération nous forme. Nous les jeunes qu'on veut se mettre dans le domaine d'être un entraîneur, c'est un peu difficile pour nous. On fait avec des recherches, donc moi je demande d'abord à la fédération de mettre à notre disponibilité la formation qui va nous aider maintenant à revenir maintenant former ces jeunes. Et auprès du gouvernement, si le gouvernement peut penser à nous, prévoir l'état des terrains dont nous certains on est dedans, ça serait une très belle chose. En dépit des obstacles, l'école ASD continue de tracer sa voie avec les moyens du bord, convaincue qu'investir dans la formation de ce jeune, c'est préparer la future élite du football tchadien. Sport toujours, la Fédération tchadienne de football a annoncé ce matin que l'entrée au stade pour le match opposant les SAO au Black Star du Ghana sera entièrement gratuite. Une décision rendue possible grâce au président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui a pris en charge les 30 000 billets prévus pour cette rencontre. On fait le point avec Ndiekausom Evariste. Le 4 septembre 2025, les Saoudiens Tchad version football affronteront les Black Stars du Ghana au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Match comptant pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. Le président de la République du Tchad, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le supporter numéro 1 des Sao, a fait un geste qualifié de patriotique par la Fédération tchadienne de football association. Geste qui intervient à un moment où le football national cherche à se relancer et à réallumer la flamme du public autour de son équipe. Pour de nombreux observateurs, il s'agit aussi d'un acte politique fort, le chef de l'État ayant toujours fait du sport un instrument de cohésion et de mobilisation populaire. Nous saluons ce geste de haute portée patriotique. Le président offre au peuple l'occasion de soutenir massivement les Sao dans un esprit de fair play, a indiqué la Fédération tchadienne de football association dans un communiqué. L'institution appelle les supporters à se rendre nombreux au stade et à faire preuve de comportements exemplaires. Au-delà du sport, cette initiative illustre une volonté de rapprocher davantage le pouvoir et de la jeunesse. Le football étant au Tchad un vecteur majeur de rassemblement. À travers cette gratuité, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno envoie un signal fort et l'État se tient aux côtés des Sao, mais aussi de tous ceux qui, par l'entremise du sport, incarnent l'unité nationale. Hors de nos frontières à Bamako, au Mali, le tribunal de la commune du 16e arrondissement a examiné ce matin le dossier opposant le syndicat donc des travailleurs de l'enseignement catholique à l'inspection du travail. L'affaire de la suspension par l'État malien des subventions aux établissements privés catholiques a été mise en délibéré pour le 29 septembre prochain. Suivez à ce sujet le reportage de Koinito Jacques Jeannette. La décision gouvernementale prise en 2023 pour des raisons budgétaires a mis fin à une convention signée en 1972 entre l'État et l'Église catholique. Celle-ci prévoyait que l'État assure jusqu'à 80% des salaires des enseignants en échange d'un enseignement de qualité et accessible. La rupture de cet accord menace directement 1613 emplois, selon le syndicat, qui réclame des indemnités ainsi qu'un redéploiement exceptionnel des enseignants licenciés dans la fonction publique. Face aux tensions, les autorités ont finalement accepté de rétablir la subvention pour la seule année scolaire 2024-2025. Toutefois, en l'absence d'un nouvel accord durable, la rentrée reste marquée par de lourdes conséquences. Près de 200 établissements catholiques doivent désormais fonctionner uniquement sur les frais de scolarité de l'archidiocèse de Bamako a annoncé la fermeture de 12 écoles, dont le lycée Notre-Dame du Niger, le lycée Jean-Paul II et le séminaire Pi.
Plus de 300 élèves au secondaire sont ainsi contraints de chercher une nouvelle orientation. Le verdict attendu le 29 septembre est donc particulièrement crucial pour les enseignants, les parents, l'ensemble du système éducatif privé catholique malien. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Très bonne suite en compagnie du reste de nos programmes.